Bonjour et merci d'écouter RFI, les minuit en temps universel, 1h à Paris. Emmanuel Klotz. Xi Jinping en France, le président chinois déclare vouloir renforcer les relations entre la France et la Chine. Ce mardi soir, il est arrivé à Lyon pour une première étape gastronomique et économique. Il y commence une visite de 3 jours. Nous retrouverons notre envoyé spécial Yelena Tomic qui se trouve à Lyon dès le début de ce journal. Au sommaire également la démission du ministre ukrainien de la Défense. Le dernier bateau qui battait encore pavillon ukrainien en Crimée a été pris par les Russes. La démission de l'ensemble de la commission électorale en Irak. Ces 9 membres dénoncent l'ingérence du pouvoir. Et puis enfin le championnat d'Allemagne qui est tué en quelque sorte des mois avant sa fin grâce à sa victoire 3-1 à Berlin. Le Bayern de Munich est en effet d'ores et déjà certain de terminer premier de la Liga. C'est parti donc pour 3 jours de visite d'État en France. Xi Jinping et son épouse sont arrivés à Lyon ce mardi. Lyon où débute leur séjour. Lyon totalement pavoisé pour l'occasion. Yelena Tomic se trouve sur place. En l'honneur du président Xi Jinping et de son épouse Peng Liyuan, la ville s'est parée de rouge, comme les façades de l'opéra situé juste en face de l'hôtel de ville, lui aussi éclairé de rouge, une couleur chère au Parti communiste. Des petits drapeaux français et chinois ont été accrochés un peu partout dans la ville, sur les tramways et les ponts. Évidemment, rien n'a été laissé au hasard, question sécurité. Le Sofitel où loge la délégation a été totalement privatisé. Devant l'hôtel de ville, le brouhaha des hélicoptères, des policiers en civil et des gendarmes postés à chaque entrée d'immeubles face à la mairie. Rien d'inhabituel en somme pour une visite d'une telle importance. Alors pourquoi Xi Jinping a-t-il choisi Lyon pour cette première visite d'État ? Eh bien parce que Lyon et Pékin, c'est une longue histoire. D'abord d'échanges universitaires. L'Institut franco-chinois de Lyon est la première université chinoise en dehors de Chine. Il a accueilli et formé dès 1921 plusieurs générations d'étudiants. Le président s'y rendra en personne demain matin. Auparavant, il se rendra à environ 15 km de là pour visiter l'Institut Mérieux, un laboratoire spécialisé en biologie industrielle dont les propriétaires depuis 3 générations entretiennent des relations amicales et d'affaires avec la Chine. Le président est d'ailleurs un ami personnel de la famille. Yelena Tomic, Lyon, RFI. Sinon, en France, les candidats aux municipales ont dû déposer ou pas leur liste plus ou moins remaniée en vue du 2e tour de dimanche prochain. Comme annoncé, le Parti socialiste retire son investiture aux candidats qui se maintiennent alors que leur présence au 2e tour risque de faire élire un maire FN. C'est le cas à Béziers ou à Tarascon. À droite, c'est la politique du nini qui a prévalu, ni accord avec le Front National, ni retrait. L'UMP retire donc son label aux candidats qui ont fusionné leur liste avec le FN. C'est le cas à Villeneuve-Saint-Georges ou à l'hôpital. Enfin, toujours en France, la CFE-CGC a finalement renoncé à signer le pacte de responsabilité. C'était la nouvelle arme que le gouvernement comptait déployer pour l'emploi. Le syndicat entend ainsi faire entendre son mécontentement devant l'accord sur l'assurance chômage, donc un autre accord qui a été signé dans la difficulté la semaine dernière et qui durcit le régime des cadres. Les Russes se sont emparés du dernier navire qui battait encore pavillon ukrainien en Crimée. Nouvelle humiliation donc pour l'Ukraine où le ministre de la Défense a démissionné. Muriel Pomponne est notre envoyée spéciale à Kiev. La démission du ministre de la Défense traduit des tensions internes au sein du pouvoir, comme l'a compris ce député du parti Svoboda. La démission de l'ancien ministre est une décision politique. Dans son discours, il a bien dit qu'il y avait des obstructions à ces décisions au sein du pouvoir, de la part du Conseil de sécurité, du ministère de l'Intérieur et de son propre cabinet. Un point de vue partagé par un autre parlementaire. Le problème, ce n'est pas le changement de ministre, c'est si on lui donne vraiment le pouvoir de prendre des décisions et de les faire exécuter. Je veux croire que le nouveau ministre aura plus d'autorité sur l'armée ukrainienne et qu'il pourra mieux travailler avec le Premier ministre et le Conseil de sécurité. Ce député du même parti que le Premier ministre en est persuadé. Le nouveau ministre est un général qui a des relations dans tous les corps d'armée.
Il connaît la marine, mais aussi les parachutistes, et a également des contacts importants dans l'armée de terre. Il me semble que c'est un bon choix, qu'il est en mesure de remplir correctement sa fonction. Une nécessité au moment où tous les députés sont d'accord pour affirmer que la menace russe sur l'Ukraine s'est accentuée. Muriel Pomponne, Bertrand Eclair, Kiev, RFI. Pour Barack Obama, la Russie est une puissance régionale qui met ses voisins en difficulté, non pas en raison de sa force, mais à cause de sa faiblesse. Le président américain a profité du sommet sur la sécurité nucléaire qui avait lieu à La Haye pour menacer Moscou de nouvelles sanctions. Barack Obama qui a également organisé, toujours en marge de cette réunion, une rencontre entre les dirigeants sud-coréens et japonais. Les relations entre Séoul et Tokyo sont tendues, notamment depuis la visite de Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, au sanctuaire de Yasukuni en décembre. Barack Obama leur a promis le soutien des États-Unis face à la Corée du Nord qui a lancé 2 nouveaux missiles à moyenne portée vers la mer du Japon ce mercredi matin. Des missiles balistiques de type Nodong. Rappelons qu'une résolution du Conseil de sécurité interdit à Pyongyang de procéder à quelque essai de missiles que ce soit. Plusieurs lancements tests avaient déjà eu lieu ces dernières semaines. RFI. En Irak, les membres de la commission électorale ont démissionné pour dénoncer les ingérences politiques et judiciaires dont ils faisaient l'objet. Démission collective, donc, à 5 semaines des législatives. Toufik Ben Aïchouch. Pour les 9 membres de la commission, claquer la porte, ils le disent clairement, est une manière de protester contre les ingérences du gouvernement de Nouri el-Maliki. Ainsi, certains candidats de l'opposition qui avaient rempli les conditions nécessaires pour pouvoir se présenter aux élections législatives ont été purement et simplement écartés. Dans ces cas-là, à quoi sert la commission électorale ? En l'occurrence, c'est surtout le ministère de la Justice et celui de l'Intérieur qui sont intervenus pour écarter des candidats jugés gênants. Pour le moment, aucune indication sur ces candidatures rejetées, mais de très fortes tensions existent autour des candidats sunnites. La communauté sunnite s'estime lésée par le pouvoir chiite et depuis plusieurs mois, ces tensions provoquent des combats acharnés entre l'armée et les sunnites de la province d'El-Anbar. Des combats acharnés dont l'armée irakienne a bien du mal à venir à bout, malgré des livraisons toutes récentes de matériel militaire américain, y compris des centaines de missiles. La commission électorale, en tout cas, a démissionné collectivement à 1 mois seulement de la tenue des élections générales. Élections sous pression également en Afghanistan. À 2 semaines de la présidentielle, des talibans ont attaqué un bureau de la commission électorale à Kaboul. L'attentat suicide a fait 5 morts. Un nouveau procès des pro-Morsi en Égypte après la condamnation à la peine capitale de 529 partisans du président islamiste déchu après seulement 2 jours d'audience qui a provoqué un tollé au niveau international. Le tribunal d'Al-Minya s'est penché ce mardi sur le cas de 683 nouvelles personnes, dont Mohamed Badi, le guide suprême des frères musulmans. Les avocats ont boycotté l'audience pour dénoncer cette mascarade de justice. Le verdict doit être rendu le 28 avril. Ce sera à Yokohama du 25 au 29 mars. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, va travailler sur la 2e partie de son 5e rapport. Fin octobre, la première partie avait confirmé le réchauffement du climat de base des éléments physiques. Cette fois, on va s'intéresser à l'impact sur les sociétés. Agnès Rougier. Le rapport fait le point sur les conséquences déjà avérées du changement climatique et anticipe un avenir où de nombreux équilibres seront déstabilisés. Dans sa version non définitive, le rapport indique que pour chaque degré supplémentaire, les ressources en eau potable vont diminuer de 20% pour 7% de la population mondiale. L'Europe et l'Asie pourraient voir les risques d'inondation s'accentuer et la production mondiale de céréales décroître de 2% tous les 10 ans. Les conséquences environnementales du réchauffement, en particulier les catastrophes naturelles, entraîneront inévitablement un accroissement de la pauvreté, de la faim, de la migration et donc des risques de conflits. En marge de la conférence de Yokohama, Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONG Oxfam, a déclaré que le changement climatique est aujourd'hui la plus grande menace qui pèse sur la chance de gagner le combat contre la faim dans le monde. L'objectif de la communauté internationale est de parvenir en 2015 à la conférence de Paris, la COP21, à un accord mondial contraignant pour limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2100. Facebook se lance sur le credo de la réalité virtuelle. Le réseau social américain annonce l'achat pour $2 milliards de la société californienne
Oculus, enfin, sachez que Candy Crush, ce très célèbre jeu vidéo, va entrer en bourse. La société qui l'édite va entrer en bourse à Wall Street mercredi. La valeur estimée est de 7,1 milliards de dollars. Le prix de chaque action sera de 22,50 $. Enfin, les jeux sont déjà faits dans le championnat de football allemand. Dès cette 27e journée, le Bayern de Munich qui a battu Berlin 3-1 est certain de terminer champion. L'équipe a 25 points d'avance sur le deuxième Dortmund. Cela arrive donc dès la 27e journée. C'est un record.